Le film que vous allez voir est le portrait fidèle d'un homme plus que complexe, de par son parcours atypique, dans un discours sans filtre et souvent provoquant, et dans l'approche d'une vie propre à la sienne. Une vie qui ressemblerait plus à une fiction qu'à un long fleuve tranquille. Certains propos pourront, à n'en pas douter, en choquer, voire en révolter certains parmi l'assemblée. L'exercice de ce documentaire est de laisser libre cours à la sincérité du personnage sans prendre parti pour autant. Et même si nous n'avons pas réussi à réunir les preuves nécessaires à la véracité de ce récit, nous avons décidé de nous comporter comme spectateurs et non pas comme jury, et de constater qu'aujourd'hui, dans la réalité comme dans la fiction, c'est dans la mesure où un personnage demeure douteux qu'il a une apparence humaine. Bonne projection. Il y a une caméra, j'en ai rien à foutre. Elle filme, elle fait son boulot. Et moi, je fais ce que j'ai à faire. Il n'y a pas de... Et je peux comprendre que quelqu'un soit attiré par la caméra comme un papillon par une lampe. Mais moi, je ne suis pas un papillon. Je m'appelle Jean-Marc Julien, mais on me connaît plutôt sous le vocable du chat. Je suis le chat de Piriac. Je suis un chat. Le chat, c'est une vieille bête maintenant. Il a vu le jour en 1951, dans la belle ville de Strasbourg. Le chat est un individu indépendant, assez brutal, avec des grosses griffes et des grosses dents, qui a fait énormément de choses dans sa vie. De toute façon, un chat a 9 vies, donc automatiquement, ça fait 9 fois plus que les autres. Je n'adapte jamais mon langage et mon dialogue aux gens qui m'entourent. Et ça, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y a des amis qui me disent « Mais tu te rends compte que tu te mets en danger ?» Je dis « Je ne mets rien du tout. Je dis ce que je pense. » On me dit « Oui, mais enfin, c'est violent, c'est ceci, c'est cela. » Je dis « Mais je m'en fous. C'est ce que je pense, donc je l'exprime. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. J'en ai rien à foutre. » Tout l'amour que j'ai pour toi est brûlant comme un feu. Il est grand et plein d'éclat. Bon, d'être heureux. Mes cris de joie, je te les Oui, ben, qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Et qui veut, mon chat? même quand tu n'es pas là, tu es présent, bien présent. Tout l'amour que j'ai Je ne suis pas un provocateur en tant que tel. Je suis un provocateur de naissance, c'est-à-dire que mon être lui-même est un provocateur. Parmesan. Allez. J'ai été interviewé à la télé, j'ai fait des tas de trucs dans ma vie. Mais pareil, ce qui étonnait beaucoup les gens de plateau, les professionnels, c'est ma décontraction, et que j'étais dans la vraie vie, j'étais pas dans un film, tu vois ce que je veux dire? Encore du gel sur les toitures. Piriac-sur-Mer est une villégiature extraordinaire. On y est tellement bien. Je voudrais pas que ça se dise de trop parce que je n'aimerais pas qu'on vienne nous submerger. Nous sommes 2200 habitants à Piriac-sur-Mer. L'été, on est 42 000. Voilà. Nous sommes dans un paradis. Bon, allez, bonne journée. Le paradis sur Terre, c'est Piriac-sur-Mer. Yaou! Comment va? Piriac, c'est un coup de foudre. Tant que je gagne, je rejoue. Ah bah, tant que ça donne. Ah bah, il faut y aller. Hein. Et voilà. Merci. Et je vous souhaite un très bon week-end. Bon week-end aussi. Hop. Allez chercher les huîtres. Miaou! Avec ceci. Bon. Tiens, je te pique un bouquet, tiens. Allez, allez-y. Ce sera bon. Miaou.
Alors, va ben, bonne année au Oui, fait. bonne année, meilleur vœu. T'as pas froid là, t'es juste en vareuse. Regarde, tiens. Bah oui. Tu sais bien, le chat, il a jamais froid. Hein, je t'aime. C'est un fou. C'est un fou. Pour conduire dans Piriac, il faut être un bon chauffeur. Parce qu'il y a des étroitesses naturelles. Quelqu'un qui n'est pas un excellent chauffeur, il cabosse la voiture de toutes parts. Ah ben ils pensent tous que je suis un fou charmant et valeureux. Et que je suis pas une connerie près. Ah bah mon intégration sur Piriac, elle s'est très bien passée puisque de toute façon j'étais le roi de Piriac quand je suis arrivé. Donc je suis toujours le roi de quelque chose, le roi des cons notamment. Et moi si tu veux, je n'ai aucun mal à m'intégrer nulle part. Je suis un être éminemment adaptable. Quelle que soit la situation, les lieux, les entreprises, les choses, je m'adapte partout. C'est une de mes facultés, c'est un de mes avantages aussi. C'est ma nature. Je n'y peux rien, je n'ai aucun mérite pour le faire, c'est naturel, c'est instinctif. Il est évident que mon parcours, aussi bien de vie que professionnel, et tout ce qu'il y a de plus atypique, et j'ai fait des choses qui sont totalement antinomiques, qui sont totalement aberrantes d'être réunis dans le même bonhomme. C'est comme ça, je suis fait comme ça. Je n'ai jamais refusé de faire quelque chose parce que je ne l'avais jamais fait, et en faisant croire aux gens que je faisais ça tous les jours depuis des années. Je prenais un très gros risque de me casser la gueule, mais c'est pas grave. Parce que j'ai toujours réussi. C'est moi qui ai fait fonctionner les ascenseurs du 3e étage de la Tour Eiffel. J'ai tout simplement créé des bras virtuels. C'est-à-dire que j'ai inscrit une temporisation. Quand l'ordre d'ouverture était donné, j'ouvrais le bras à l'ordre du bras précédent, avec une tempo qui rattrapait le temps. Conclusion, ça a très bien marché. Moi, ça m'a coûté 25 francs à l'époque de fourniture d'électronique pour faire la tempo. J'ai foutu ça dans le cul de la cabine et roule ma poule. Et j'ai pris 50 plaques. J'ai été dans des tas de boîtes prestigieuses. J'ai été à la Société nationale des poudres explosifs. J'ai été à Aérospatiale Protection Système. Je me suis occupé de choses diverses et variées. J'étais ingénieur technico-commercial à l'Aérospatiale Protection Système. Je faisais des tas de choses. Là, je ne peux pas m'étendre dessus parce que ce sont des choses qui sont aujourd'hui encore classifiées. Mais je faisais des choses dans des domaines très variés. Des tas de développements qui étaient parfaitement des produits de pointe dans le domaine militaire, où j'avais fait des recherches et obtenu d'excellents résultats. On avait fait des protos de casque, j'en ai quelque part. Et donc, quand tu écartais le casque pour le mettre sur les oreilles, le ressort, si tu veux, qui fait l'armature du casque, quand tu l'écartais pour le mettre sur les oreilles, ça avait pour effet de venir appuyer sur le contact et démarrer l'ampli. Plus il y a d'incertitudes et de difficultés, plus ça m'attire. Je suis là. Je suis quelqu'un qui vit à l'impulsion, à l'instantané, au désir. Ça, c'est une flamme. Bon, ça vient de la Marine nationale, ça. Tiens, ça, je pourrais le mettre... C'est une flamme de guerre. Je pourrais mettre ça sur Félina. Voilà, même, regarde les mythes.
Toutes ces choses pour dire aussi que j'ai passé mon temps à bien me marrer dans tout ce que j'ai fait. Une de mes grandes passions, c'est le déminage. À l'époque où j'ai beaucoup pratiqué, il y a une chose qui n'existait pas en France, et c'était très bien comme ça, c'est le principe de précaution. À l'époque, on savait prendre des risques. On n'était pas suicidaire. En plus de ça, des engins qui avaient été tirés ou jetés, etc., où on ne savait pas quel était l'état des détonateurs, des systèmes, etc., on ne sait pas pourquoi elle n'avait pas pété. Normalement, elle aurait dû péter. Donc, il y avait toujours un certain risque. Aujourd'hui, on ne prend plus de risques. On les met au large, enterrés dans le sable, avec une charge, et on fait tout péter. À l'époque, il y a beaucoup de choses qu'on désamorçait, c'est-à-dire on les démontait. Donc on prenait un vrai risque. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, un des mineurs, il a des casques, des lunettes, des machins blindés, etc. Bon, à l'époque, j'étais en maillot de bain. Je fais partie des experts dans le domaine de l'armement en général. Quand je vois un engin de guerre, quel qu'il soit, une bombe, une mine, un obus, je peux te dire qui l'a fabriqué, d'où il vient, comment il fonctionne, etc. Un vieux biffin à la capote grise et un dragon au casque étincelant. Arrière, arrière, troupes guerrières, vous ne vaincrez jamais nos régiments. Arrière, arrière, troupes guerrières, vous ne vaincrez jamais nos régiments. J'ai toujours eu la passion des armes, depuis ma naissance. Sous mon berceau, il y avait cette caisse militaire dans laquelle il y avait plein d'armes. Et mon père, qui était capitaine dans l'armée, avait du matériel, avait donc des armes, rangées sous mon berceau, parce que c'est l'emplacement qui se trouvait disponible pour poser ce truc-là. J'ai commencé à tirer très très jeune. Ma première carabine, je devais avoir 4 ans, ou ouais, quelque chose comme ça. À mon anniversaire pour mes 7 ans. Mon grand-père m'a offert un fusil de chasse d'armes calibre 12. Donc, une arme de grand, pas une arme de gamin. Et puis, bon, on allait chasser le perdreau, le lapin, le lièvre, le sanglier, enfin tout ce qui se présentait. Je vais habituellement au stand de tir une fois par semaine. J'ai le plaisir, c'est un bel objet, ça me permet de faire des performances. Quand j'arrive à 50 mètres à l'arme de poing, de rester dans un carré de 50 cm², c'est une satisfaction. Les armes ont toujours fait partie de mon histoire. Je n'en ai jamais eu ni fierté ni honte. C'était pour moi quelque chose de normal. J'ai le droit de détenir des armes, c'est une responsabilité que me délègue l'État. Donc cette responsabilité, je dois l'assumer. C'est pas l'objet qui est dangereux, je précise. C'est la manipulation.
autour du stand, c'est toujours le petit boulot sympa. Et la prochaine opération après, c'est de recalibrer et de désamorcer. Alors après, une fois qu'elles sont désamorcées, recalibrées, après on les passera à la machine à laver, puis on remettra des amorces neuves, puis une charge de poudre, une balle, et voilà. Ça te procure une sérénité. C'est incroyable, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte avant d'avoir testé. Et c'est vrai que les gens qui ont été convaincus sont restés des pacifistes convaincus. On les enverra pas à la guerre, mais par contre, ils ont compris que ça pouvait servir à améliorer le mental des gens. Ben, le mental des gens, c'est-à-dire ça leur donne un calme, une sérénité, parce que tu ne peux pas exercer un sport de précision sans avoir cela. Donc même si tu es un agité du bocal, ça calme, c'est mieux qu'un immunodépresseur ou qu'un calmant. Hein. Il faut se mettre toujours dans une optique de prévention et de protection. Les armes, je les transporte de façon soit démontée, soit verrouillée, soit les munitions à part des armes. Moi, j'ai pu me balader dans ma vie avec des armes chargées en ville, n'importe où. J'ai jamais présenté un danger pour autrui. Il y a des fonctions qui impliquent le port d'une arme. Hein. Donc, faites-vous votre idée. Hein. Ça suffira. Il y a des sujets que je ne dois pas évoquer de façon explicite. Hein. Je suis tenu, malgré mon grand âge, à un certain devoir de réserve. Je n'ai jamais fait de projet fumeux et d'envergure, je m'en fous. Par contre, j'ai été impliqué dans des projets d'envergure, si ce n'est fumeux, parce que justement, mon comportement est de n'avoir aucune crainte pour rien et de savoir plonger dans un truc où tous les autres se méfient et disent « Oh là là, mais il y a des risques, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que je vais m'en sortir ?» Non. Moi, j'y rentre, j'en sors pas. Et puis si ça foire, c'est pas grave. On passera au projet suivant. J'ai magouillé dans des guerres. J'ai été un complément d'objet direct. Et je peux t'expliquer certaines choses, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Ceci étant, je me suis éclaté. Et par la même occasion, j'ai éclaté les mecs d'en face. Moi, le combat ne me fait pas peur. J'aime ça même. De toute façon, pour faire ce genre de choses, on ne prend que des volontaires. Hein. En plus, tu risques ta peau. C'est pareil, moi j'ai jamais risqué ma peau dans le but de laisser ma peau. Moi la mort fait partie de l'équation éventuellement, mais ce n'est pas une volonté, un choix. C'est un épiphénomène. Dans mon existence, j'ai côtoyé de près des zones de conflit,
des champs de bataille. Et bon, j'ai participé à quelques opérations locales, à droite et à gauche. J'ai œuvré pour des tas d'intérêts privés. J'ai aussi œuvré pour des États. Eh bien, dans ce genre de choses, ça existe, quel que soit le pays. On ne le dit pas, on le fait. Et voilà. Tu vois le rail, là, c'était pour transporter des obus. Ça a pu être décidé par des individus, des ministres, beaucoup de salopards et des gens admirables. Je ne peux pas m'étendre dessus parce qu'il y a une discrétion qui est vitale dans ces métiers. J'étais connu dans un certain milieu par expérience, par relation, copinage aussi. C'est des domaines qui sont universels et universellement méconnus. Ça se fait partout, hein, plus ou moins, mais ça se fait partout. Il n'y a pas d'humanisme dans ce genre de combat. Quand on effectue une opération quelle qu'elle soit, il faut que le bénéfice-risque de l'opération soit positif. Dans une équipe de combat, les liens sont toujours très forts. Ce sont toujours des groupes restreints, maximum 4 à 5 personnes. Mais avec chacun des spécialités bien précises. Ma spécialité, c'était de ne pas en avoir. J'étais un couteau suisse. Parfois, je jouais le rôle de la gomme. Une gomme, ça efface. Bien sûr que j'ai été blessé, comme tout le monde dans ces opérations-là. On assure chacun la sécurité de l'autre et du groupe. Et comme on risque sa peau à chaque seconde, les liens ont besoin d'être absolus. Si on n'a pas ce lien très fort, on est sûr de laisser ça. J'en ai parfois ramené qui étaient en triste état, mais je n'ai jamais perdu de camarade. Pourquoi ? Parce que j'avais la réputation de ramener tout le monde à la maison. À tous âges, on peut toujours servir. Il est évident qu'à mon âge, on va plus m'envoyer sur un théâtre d'opération. Hein. Je n'ai pas encore de fauteuil roulant, mais bon, hein. Mes compétences restent essentielles dans certains domaines, mais je serai de moins en moins consulté dans la mesure où toutes ces compétences que j'avais ont toutes été consignées dans des bases de données, dans des éléments informatiques, où d'un clic on les retrouve instantanément sans avoir besoin de venir perturber ma confortable retraite. Quand il dit « Miaou, me voilà », quelle drôle de surprise, car l'esprit s'était caché là, dans le petit bout, dans le petit bout, dans le petit bout de la queue du chat, ha ha ha. Ça s'est passé il y a très longtemps, au tout début du sida. Moi, je travaillais dans une boîte de laboratoire, je visitais les hôpitaux, on vendait du matériel hospitalier, du matériel de salle d'opération, des trucs en tout genre. Et donc un jour, je vois une pièce avec des plastiques, des trucs, les gens rentraient là-dedans bientôt en scaphandre, et je pose ma caisse à outils, et sur le lit, il y avait une fille sublime. Et elle avait les larmes au bord des yeux, et elle me dit ah ben ça fait plaisir de voir quelqu'un autrement que dans un scaphandre, quoi. Je dis pourquoi ? Elle dit parce que depuis que je suis admis ici, les gens ont peur de moi, ont peur de m'approcher, c'est un calvaire. La fille, au demeurant, était, comment dire,
parfaitement au courant des situations puisqu'elle travaillait dans un grand laboratoire. Et donc, elle avait le sida. Et c'est au tout début du sida. Donc les gens ne savaient ni s'en protéger, ni le soigner, ni quoi que ce soit. Bon. Et elle dit, mais t'as pas peur? Mais je me dis, peur de quoi? Moi, j'ai peur de rien, moi. Et alors, elle me dit, mais moi, je suis triste parce que je ne connaîtrai plus jamais les bras d'un homme, les machins et tout. Je me suis approché d'elle, je l'ai prise dans les bras et je l'ai embrassée sur la bouche. Ça a été un flash. Et donc, je suis retourné la voir X fois. Moi, j'avais pas d'horaire. Hein. Avec le métier que je faisais ce que je voulais quand je voulais. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Mais si tu veux, l'infirmière du bloc, elle pensait que je lui tenais la main, que que je m'approchais d'elle, que ça lui donnait du baume au cœur. Mais elle savait pas tout. Parce que là, donc, non seulement je l'ai embrassée, et puis un jour, je lui dis, ça te ferait plaisir qu'on fasse l'amour? Elle me dit, t'es fou. Je dis, non, je suis pas fou. Et c'est ce qu'on a fait. Et bien évidemment, j'ai pas mis de préservatif. Moi, j'en mets jamais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai retiré sa sonde urinaire, je lui ai léché sa jolie petite chatte, et puis je l'ai tendrement, doucement pénétré, on a fait l'amour. Ça a été une explosion de joie. Et quand on parlait, je lui dis, si tu t'en sors, on continuera ensemble. Et bon, un mois plus tard, elle est morte, dans mes bras. J'étais allé la voir presque tous les jours. Et au début, on a fait l'amour plusieurs fois. Après, elle n'était plus en état. Elle était tellement en mauvais état. Des infections généralisées, des trucs. Elle est partie d'une infection généralisée, en réalité. Et donc, un jour, elle est morte dans mes bras. Au moins, elle est partie avec quelque chose. J'ai toujours aimé la tendresse et la douceur des femmes. Comme j'aime d'ailleurs la tendresse et la douceur de mes chats, c'est pareil. C'est que de la douceur, c'est que de l'amour. C'est rassurant, c'est agréable, c'est extraordinaire. Alors ce qui est extraordinaire, bien évidemment, c'est quand il y a une relation, qui est totalement partagée. J'adore l'amour, sous toutes ses formes. Et puis bon, de toute façon, on a suffisamment de choix dans la vie pour qu'on trouve toujours, comme on dit, chaussure à son pied. Même si je marche beaucoup pieds nus. Toc. Vas-y, croque dans une. Moi, je n'ai jamais fait de différence entre un homme et une femme. Moi, j'ai été dans des boîtes où j'ai été dirigé par des femmes. Ça ne m'a jamais posé le moindre problème. Il n'y a pas besoin de sexer ce genre de choses. On a une qualité ou on ne l'a pas. C'est vrai qu'une femme a plus de mal à faire reconnaître ses capacités et ses qualités. Mais justement, elles n'en sont que plus valables. Parce que si elle arrive à se faire reconnaître dans des milieux très masculins, c'est qu'elle est au-dessus du panier. Et moi, j'aime les femmes de qualité. Je n'aime pas les suffragettes. Pour moi, la vie, c'est un tout. C'est-à-dire passé, présent et avenir, pour moi, sont confondus dans un même espace. Il faut tenir compte des instructions et des enseignements du passé pour réussir son présent et pour préparer son avenir. Moi, c'est ma philosophie, si tant est que j'ai une philosophie. J'ai eu une famille extraordinaire. Nous étions tous liés par un amour absolument absolu.
J'ai toujours pu faire ce que je voulais. Je pense, effectivement, grâce à tout ce cocon familial, être non seulement un original, mais un ovni. Ah, je suis parfaitement conscient de l'énorme avantage, énorme chance que j'ai eu d'avoir une famille comme ça. Quand je vois certains camarades de l'époque, de mon âge, comment ils étaient dans un carcan familial, et ils voyaient ma liberté comme une folie. Ils disaient, bah attends, toi tu t'en fous, tu peux chier sur la table, tes parents diront, c'est très bien. Sauf que je chiais pas sur la table, je bricolais des engins, je tripotais des armes, dans ma chambre, j'avais un radar que j'avais récupéré à l'Evert, un radar d'avion, que je faisais fonctionner, et quand il était en phase avec l'aéroport d'Orly, qui était pas très loin, ça brouillait un peu les systèmes de détection d'Orly. Résultat de l'examen de Pâques 1966. Depuis l'arrivée de Jean-Marc aux Écureuils, nous avons combattu sa passivité sans succès. Il va récolter dans 3 mois les fruits amers d'un échec qu'il aura préparé depuis longtemps. Égocentrique, Jean-Marc se prépare de cruelles désillusions. Ses camarades souhaitent de sa part un peu plus de discrétion quant à ses opinions vis-à-vis de la religion. Ils auraient également préféré voir Jean-Marc admirer Lyautey, Péguy ou Saint-Exupéry plutôt qu'Hitler. Nous sommes tous disposés à l'aider, mais il faut absolument, c'est très urgent, qu'il y mette un peu bus. Les camarades même se plaignent particulièrement pour la tenue à table. Il n'y a aucun doute sur le fait que je préfère les chats aux humains. Pour eux, c'est plus important les chats que les humains. S'il y a un accident sur la route, qu'il y a une personne et un chat, je sauve le chat. C'est plus vrai qu'un humain. Un chat, si tu lui plais pas, il te le dit d'entrée de jeu. Oui, chérie, toi aussi. C'est pas faux cul, un chat. Bon, les chats, on a faim? En réalité, j'ai 8 chats à l'intérieur. Guinness, t'as faim? Un 9e à l'extérieur. Tiens, regarde. Et moi, je suis le 10e. Tiens, Guinness. Certains sont considérés comme mes enfants, d'autres comme mes cousins, mes frères, mes sœurs. Ce sont des membres de la famille à part entière. Alors, et je dirais même à part beaucoup plus entière que les humains. Et les autres, ils sont où? Ils sont là-bas. On dort ensemble, on mange ensemble, on vit ensemble. Quand j'arrive dans un magasin, à la banque, partout, je fais miaou, c'est le chat. C'est rigolo de voir la sympathie que ça génère dans l'assistance publique, comme dirait Francis Blanche. Alors, un engin comme ceci, c'est un morceau de boîte de vitesse, parce que je voulais un beau morceau d'inox, et dedans, j'ai été l'usiner avec un tour, forer un trou, et pour que cette pièce-ci, on puisse la raccorder sur la barre du bateau. Donc là, c'est tourné au bon diamètre. Là, il me reste à couper le petit bout qui dépasse là, parce qu'il y aura une rondelle pour venir maintenir ça. Ça passera dedans. Et couper là, parce que c'est trop long, ça c'est du rabio. Et donc après, cette pièce-ci, elle va venir avec le vérin au bout, et c'est elle qui permettra de manœuvrer le safran. J'ai jamais pu vivre loin de la mer. La preuve, je suis là. Et j'ai toujours aimé la mer, j'ai toujours choisi la mer. J'ai été dans l'eau de mer très 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 jeune. Déjà,
Quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais dans de l'eau de mer. Hein. Donc, je n'en suis jamais sorti. Et à Piriac, moi, la première chose que j'ai fait, j'ai acheté un bateau. J'ai une place de port, au port de Piriac. J'ai pris ma petite Félina, qui est un bateau moteur, un pêche-promenade, qui me donne toute satisfaction. Courageuse petite Félina, parce que j'ai déjà été chercher plusieurs fois des copains en mer qui étaient en perdition. Félina n'a pas regimbé et les a remorqués jusqu'à bon port. La mer, elle nous donne des poissons ruisselants, elle nous donne des crustacés magnifiques, elle nous donne des coquillages et parfois même des trésors qu'elle a engloutis précédemment et qu'elle donne à ceux qu'elle aime. Ah ouais, Elle ne me fera pas un vilain coup de tabac parce qu'elle m'aime. Mais je jouerai pas au con non plus. Parce que là, elle dira, je t'en fous un coup sur les pattes, hein, parce que franchement, t'exagères. Petite Félina, elle est équipée comme un Airbus. Hein. Je lui dis, Félina, on va à Watt. Eh elle m'emmène à Watt. De toute façon, la sûreté d'un bateau, c'est avant tout la sûreté du capitaine. Marin, c'est un monde à part. Entre marins, on a des choses en commun, même si on ne se connaît pas, même si on vit à 10 000 km les uns des autres. On a un jugement et une compréhension des choses qui n'est pas celle des terriens. Toutes les activités un peu baroques ou dangereuses que j'ai pu effectuer, je les ai les 3 quarts du temps effectuées en mer. Quand on fait du déminage en mer, c'est encore plus fun qu'à terre. Parce qu'on a les mouvements de l'eau, les vagues, les courants, etc. On s'amuse bien. Quand tu es homogène avec ton milieu, tu es dans l'eau comme tu serais dans l'air ou dans la lune. Ah, je plonge, oui. Et les profondeurs, je m'y sens très bien. Quand j'étais dans les commandos marines, il m'est arrivé de plonger avec un équipement particulier. On plongeait à l'hydrox. Moi, je suis descendu à plus de 100 mètres. Et je plonge sans bouteille aussi. En apnée, là, je commence à vieillir. Je ne sais pas, il faudrait que je replonge pour voir. Mais moi, en apnée, je descendais à 40 mètres sans problème. Non, je n'ai pas peur de la mort. La mort, ça fait partie de la vie. Le jour où elle arrivera, mais je m'en fous totalement, ça fait partie de la vie. Je plonge, mais jamais devant l'adversité. Là, je fais face. Si un jour la mer veut me garder par-devers elle, ça n'est que par amour, elle ne me rejettera pas à la côte. Elle me gardera, comme tous ceux avec lesquels elle est en amour, et qui constituent en réalité la semence qui lui permet d'être la mère de tout l'univers.